5e sommet Europe-Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 29 et 30 novembre 2017. Ont principalement meublé cette rencontre les questions liées à des problèmes cruciaux dont l'immigration et la sécurité, l'éducation également. Plus de 5000 participants, sans compter les dizaines de chefs d'État et de gouvernement, ont cru important de faire ce déplacement avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine qui représente le carrefour du développement. Investir dans la jeunesse pour un avenir meilleur, c'est là le clou des réflexions. Si pour certains, les conclusions de cette rencontre se limitent à des déclarations assez consensuelles, on retient quand même qu'il y a eu des décisions fermes par rapport à l'immigration, la vente des migrants, l'éducation, l'économie, entre autres. En tout cas, l'Afrique ne veut plus être le continent pourvoyeur de matières premières et marché pour les produits finis. Les produits agricoles et miniers du continent, transformés sur place, garantiraient déjà un avenir meilleur. Pour y arriver, ne faudrait-il pas repenser donc la gouvernance dans les États africains ou encore la place de la société civile? Il sera question, au cours de cette émission, de faire le point de ce sommet et de voir ses tenants et aboutissants. 5e sommet UE-UA, quel intérêt l'Afrique peut-elle donc en tirer? Voilà ainsi présenté la première partie de cette émission. Ensuite, nous nous intéresserons à la responsabilité des Africains eux-mêmes dans le développement du continent avec un flashback sur le passage de Emmanuel Macron au Burkina Faso. Mais là, nous aborderons donc la qualité des échanges avec les étudiants burkinabés. Ont-ils valablement représenté la jeunesse estudiantine africaine? En tout cas, développement de l'Afrique, les responsabilités des Africains et de la jeunesse. C'est le thème retenu pour la deuxième partie de notre émission Angle de vue. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. 5e sommet UE-UA, quel intérêt l'Afrique peut-elle donc en tirer? On en parle juste après ceci. Pour le débat, nous recevons donc, comme à l'accoutumée, deux invités. Nous avons déjà Blaise Trainou, il est journaliste. Blaise, bonjour. Bonjour Claire Stéphane. Et face à vous, Paterne Chasme, il est citoyen, observateur de la vie sociopolitique en Afrique. Bonjour. Bonjour Madame Sacramento. Et merci pour votre présence sur ce plateau. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. 55 pays d'Afrique, 28 d'Europe étaient donc en conclave à Abidjan durant 2 jours pour penser le développement, donc en général le développement en Afrique également. Quelles étaient vos attentes? Je commence par Blaise Trainou. Je dirais que de ce sommet, j'y attendais beaucoup. Mais au finish, je peux dire que je suis resté sur ma faim. Disons d'emblée que ces 2 jours, les hôtels de la Côte d'Ivoire sont remplis. Certainement que le pays en a tiré des dividendes, mais dans le concret, on n'a pas eu grand-chose. Qu'est-ce que vous attendiez, par exemple? J'aurais souhaité, par exemple, sur les axes abordés, par exemple, sur le secteur de l'éducation et de la formation, que, par exemple, on décide enfin d'importer la technologie au niveau de l'Afrique. Mais là-dessus, on n'a pas arrêté grand-chose à ce niveau. Et à votre niveau, Paterne Chasme, qu'est-ce que vous attendiez spécialement de cette rencontre? Objectivement, un sommet qui a lieu en 2 jours, on ne peut rien en attendre. Les séances plénières ne sont pas faites pour prendre des décisions. Les décisions sont prises en général dans les réunions qui se passent à côté et de manière bilatérale. Ça veut dire que, en ce qui me concerne, pas grand-chose ne pouvait sortir de ce sommet, à part de bonnes intentions. Ben, écoutez, Paterne Chasme, ce sommet s'est tenu quand même dans une période assez tourmentée, alimentée par des tensions en Afrique et à travers la diaspora, vous savez, accentuée par ces images-là que nous avons reçues donc sur la vente de migrants en Libye, par exemple. On devait quand même se dire que cette rencontre était bienvenue, non? C'était l'occasion de réfléchir à tout ça. Je ne voudrais surtout pas être hypocrite en laissant penser que personne ne savait. Tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes, des drames humains qui se jouent régulièrement. Et il a fallu attendre une vidéo de journalistes pour pouvoir réagir. De qui se moque-t-on? Blaise Trainou. Voilà, lorsqu'il y a, par exemple, de l'inondation dans les îles Philippines, j'ai souvent vu l'Union européenne envoyer des cargos
pour déguerpir la population, on vient énergiquement, aussitôt, on vient pour aider la population et les secourir. Je pense que le drame qui se passe en Libye est de la taille, de la hauteur, de telle manière qu'il fallait agir aussitôt. Mais là encore, je pense que les dirigeants africains et ceux de l'Europe sont restés en surface. Et on est resté à l'étape de vieux pieux. Il n'y a pas eu d'action concrète à mon niveau. J'aurais souhaité que, aussitôt après ce sommet, juste le lendemain, on envoie quand même des forces en Libye. Mais je pense qu'on n'a rien décidé. Il n'y a pas eu même de résolution, de date. Il n'y a pas eu de date concrète pour aller sortir nos frères qui vivent des situations inhumaines en Libye. Mais quand même, Blaise Trenou, il y a quand même eu des décisions qui ont été prises sur ce sujet-là. Par exemple, la création d'une commission avec la commission des droits de l'homme de l'Union africaine, avec l'aide de l'Union européenne, bien sûr, pour donc instituer quelque chose pour la poursuite des trafiquants d'êtres humains. C'est déjà... Les commissions, on en a toujours vu, que ce soit dans nos États ou bien en Afrique, au cours de ces genres de sommets, il y a souvent eu des commissions. Mais cette commission a arrêté quoi de manière concrète d'ici janvier ou d'ici la fin du mois de décembre ou d'ici une semaine. Cette commission n'a pas arrêté quelque chose de manière concrète que je vois. Vous voulez dire que les décisions ne sont pas à la taille du respect de la vie humaine. Alors, Paterne Chasme, vous ne croyez pas non plus à cela? Non, il y a quand même eu des décisions importantes. En ce qui concerne mon pays, il y a même une action de rapatriement qui est déjà en cours pour un de nos ressortissants. Ceci dit, c'est le président Macron qui a fait une annonce qui me semble intéressante, qui d'abord rappelle que la plupart des pays qui ont identifié leurs ressortissants vont les rapatrier. Ça, c'est la première chose. Et c'est une bonne chose humainement parlant, parce qu'il faut impérativement arrêter ce drame. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'on s'organise à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des pays de départ, mais également des pays de transition que sont le Niger, le Tchad et la Libye, et bien évidemment aux pays de destination, de manière à juguler une bonne fois pour toutes ce drame humain, parce que ça veut dire qu'il va falloir s'organiser d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, parce que ces gens-là ne partent pas pour le plaisir de partir. Ils ne mettent pas leur vie en péril pour le plaisir de la mettre en péril. C'est parce qu'ils ont l'espoir qu'ils trouveront une meilleure vie ailleurs. Alors, il nous appartient, il appartient à nos dirigeants, mais il appartient à la société civile de tout mettre en œuvre justement pour bâtir nos sociétés, les développer de manière à ce qu'on puisse retenir nos personnes. Nous, Béninois, par exemple, quelle est la première richesse que nous exportons? On dira le coton. Eh bien, ce n'est pas vrai, Madame Sacramento. Ce sont nos compétences, ce sont nos cerveaux. La diaspora béninoise construit ailleurs, mais pas dans notre pays. Je parle du Bénin parce que je connais notre pays, mais c'est vrai pour bien d'autres. Et là, Blaise Trenou, je vois quand même, parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des avancées, hein, quoi qu'on dise, dans ce sommet-là, il y a eu des avancées. Par exemple, Emmanuel Macron qui a proposé qu'on constitue des troupes africaines pour aller en Libye, par exemple. Mais là, quel État africain aujourd'hui, de manière concrète, est prêt à envoyer ces troupes? On n'a pas... C'est vrai, c'est proposé, ça a été décidé, mais est-ce que nos États, aujourd'hui, voyant les problèmes déjà internes, sont-ils prêts à envoyer leurs soldats pour aller combattre en Libye, un pays déjà qui est gagné par l'insécurité, un gouvernement qui est instable, qui est prêt à envoyer ses hommes en pâture? Et envoyer des troupes en Libye, est-ce là la solution? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que, bon, des patrouilles ou bien des troupes, des forces multinationales vont débarquer en Libye? C'est quand même un État souverain, la Libye. Est-ce qu'on peut débarquer comme ça pour dire nous venons défendre les nôtres, nous venons libérer? Comment est-ce que c'est la meilleure procédure? Alors, en réalité, il ne s'agit pas seulement d'envoyer des troupes africaines pour défendre les Africains subsahariens, par exemple, parce que je rappelle que la Libye fait partie du continent africain et est un membre de l'Union africaine, mais il s'agit d'envoyer des troupes pour aider les Libyens à sécuriser leur pays, le pacifier, mais également, pour le coup, à
les aider à trouver une solution qui va nous permettre justement de pacifier les choses et de mieux comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, qui fait la traite d'êtres humains? On ne le sait pas. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce que le pays n'est pas sûr. Donc les renseignements ne sont pas fiables et on ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que vous êtes sûr que là, on ne sait vraiment pas les meneurs de ce trafic d'êtres humains-là? Parce que c'est quand même de grands réseaux, hein. Ce sont de vastes réseaux. Est-ce qu'on peut dire que ces réseaux passent inaperçus? Je pense que par rapport à cette question, il est difficile, selon nous, nos recherches, il est difficile, des recherches, bien les enquêtes journalistiques, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de mettre la main sur ces réseaux. Et je pense que l'Europe a essayé d'une certaine manière, mais jusqu'à aujourd'hui, il est difficile d'identifier ces trafiquants. Et il y en a même qui tirent, il paraît, il y en a qui tirent de gros sous là-dedans. Bien sûr. Mais c'est difficile d'identifier ces réseaux. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est déjà de faire sortir ceux qui sont là, ceux qui sont dans la gueule de ces trafiquants au niveau de la Libye. Mais déjà, il a été décidé de rapatrier plus de 3000 migrants d'urgence. La décision a été prise par l'Union africaine. Mais l'autre problème, c'est de dire, OK, une fois rapatriés, est-ce qu'on a pensé à leur réinsertion? Toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que le rapatriement, c'est une mesure d'urgence. Ça ne nous dédouane pas de construire de manière, premièrement, à les réinsérer, mais surtout de mettre en œuvre les moyens de rétention de nos populations dans leur pays d'origine. C'est important et c'est vital pour nous parce que chaque pays africain a besoin de l'ensemble de ses forces vives, diaspora y comprise, pour assurer son développement. Absolument. Et parlant de cela, parlant de rapatriement, toujours, je reste toujours dans ce couloir-là pour dire, il y a un problème qui revient, l'emploi des jeunes. Ça, c'est un problème qui revient parce que, comme Paten Chass me l'a dit tantôt, eh bien, s'il y a de l'emploi dans les pays, les jeunes ne partiraient pas aussi massivement pour aller chercher un meilleur être ailleurs. Donc, vous comprenez, donc, il y a un problème de formation, il y a un problème d'emploi. Alors, c'est là que nos États, nos chefs d'État africains doivent réfléchir et on se demande si c'est vraiment une... Parce qu'avant ce sommet UE-UA, est-ce que vous avez déjà vu une rencontre sérieuse des chefs d'État africains s'asseoir pour discuter des problèmes de la jeunesse? Depuis qu'on parle immigration, depuis qu'on parle des milliers de morts dans la Méditerranée. Je pense que c'est ce sommet qui a révélé, ou bien des Européens, les chefs d'État européens, pour ceux qui étaient là, sont plutôt venus en Afrique réveiller nos chefs d'État pour leur dire que chez vous, la jeunesse a de problèmes. Souvent, les dirigeants de nos États ici, je ne sais pas comment ça se passe, sensiblement, ils ferment les yeux ou volontairement sur le drame que vivent leurs citoyens. Ça aurait été intéressant de penser la jeunesse, mais cela ne se fait pas. La jeunesse africaine, pourquoi elle sort de chez elle? C'est parce que, en quelque sorte, les gens ne se sentent pas dans leur peau, ne se sentent pas mieux dans leur peau. Et comme ils ont chaud chez eux, pour parler ainsi, donc parfois ils tentent d'aller au-delà des Méditerranées pour voir ailleurs, parce que cette jeunesse aujourd'hui affublée, assommée des masses médias qu'on voit à longueur de journée, elle rêve des paradis qu'elle a souvent vus dans les masses médias. Elle pense que l'Eldorado se trouve au-delà des mers, donc elle s'y engage sans véritablement savoir ce qui va se passer. Et là-dessus, il faut que nos chefs d'État, il leur revient, avec ce drame, avec ce sommet, il serait idoine que chacun d'entre eux pense la jeunesse, voit des mécanismes à mettre en place pour la retenir chez elle. Paten Chass, mais est-ce que vous ne trouvez pas un peu bizarre et dommage que ce soit les Européens qui viennent apprendre aux chefs d'État africains comment prendre soin de leur jeunesse? Écoutez, aujourd'hui, nous faisons tous le constat que toutes les politiques de développement passées ont été un échec. À quelques exceptions près. Le Ghana est un bon exemple. Le Nigeria est un bon exemple.
L'Afrique du Sud, dans une certaine mesure, est un bon exemple. Mais ça fait 3 pays sur 55 ? C'est trop peu. Il faut non seulement, parce que, contrairement à monsieur, j'ai la conviction qu'on a toujours le chef que l'on mérite. Un peuple a toujours le chef qu'il mérite. Devenons exigeants. Demandons à ce que toute politique soit évaluée. Évaluons-la nous-mêmes. Poussons nos dirigeants à agir correctement. Parce que lorsqu'on entend à tel endroit qu'il y a eu de la prévarication et que personne ne dit rien, c'est scandaleux. Je suis béninois, africain, et je m'insurge contre ça. Qui d'autre le fait? Et Paten Chasme, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense savoir même que vous... Oui, allez-y, allez-y. Il y a Paten, M. Paten, qui dit « poussons nos chefs d'État à faire quelque chose ». Mais je pense que la jeunesse africaine, même les journalistes, nous essayons quand même de forcer nos chefs d'État, mais je pense qu'ils sont sourds parfois. Ils ne nous écoutent pas. Et ils n'écoutent pas leur jeunesse. Je pense qu'il y a un problème. Peut-être que ça dépend de qui les a placés à la tête du pays, en réalité. Alors, Paten Chasme, vous citez en exemple tantôt le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud. J'ai l'impression que c'est un problème des pays francophones. J'aurais pu citer la Côte d'Ivoire, mais je m'en suis abstenu parce que nous sommes en train de voir un changement et j'ai toujours, pour ma part, un peu considéré la Côte d'Ivoire comme le modèle de la France-Afrique. Alors, nous allons évoluer dans ce débat et justement, toujours au cours de ce sommet UE-UA, nous avons quand même entendu Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, tenir des mots assez déterminants qui dit, je cite, « Nous ne voulons plus que l'Afrique soit donc le continent pourvoyeur de matières premières et marché pour le produit fini. Nous voulons que nos produits agricoles et miniers soient transformés sur place. » Ça, c'est un début de solution. Et on suppose, si les chefs d'État africains commencent à réfléchir dans ce sens, ben cela pourrait, n'est-ce pas, vous ne trouvez pas, résoudre beaucoup de problèmes, vu que cela créerait des emplois. Je pense que la déclaration de Jacob Zuma, elle fait partie de cette déclaration-là que j'ai aimée au cours de ce sommet. Je pense que ça, c'est progressiste. J'ai retenu cette déclaration-là, également celle du dirigeant allemand, l'Allemagne qui a promis un certain nombre de dollars de manière concrète pour aider à la sécurité dans nos États et à la formation. Ça me paraît très important qu'aujourd'hui, la jeunesse, tout à l'heure je disais qu'il fallait importer la technologie et l'implanter chez nous, en Afrique, quels que soient les États dans lesquels on va les implanter, ou bien implanter dans chaque État. Au lieu de dire des déclarations comme on va augmenter les efforts, on va augmenter la croissance, on va faire plus de dons. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin de plus d'argent. Parce que depuis 60, on a fait toujours convoyer des efforts financiers. L'argent, on en a souvent eu, mais parfois on ne sait comment les dépenser, simplement parce qu'on n'a pas été formé pour. Et le temps est venu, un peu comme le dit Jacob Zuma, il faut implanter la technologie chez nous et revoir à fond la formation qu'on donne aux Africains dans les universités. Tout est fait aujourd'hui pour tout ce que nous enseigne, tout ce qu'on enseigne à la jeunesse, c'est faire de telle manière que l'étudiant est obligé de rêver l'Europe. La formation qu'on nous donne ici nous amène à rêver l'Europe, au lieu de penser l'Afrique. Je pense qu'il faut aider, il faut aller dans le sens proposé par Jacob Zuma. Et Blaise Traîneau, là, vous parlez de ce problème d'employabilité, parce que nos formations universitaires ne permettent pas à l'étudiant, à la fin de son cursus, d'être employable immédiatement sur le marché de l'emploi. C'est un réel problème. Alors, Paten Chasme. Si vous permettez, je pense que ce n'est pas le seul problème. Une entreprise évolue dans un écosystème, dans un cadre réglementaire, cadre législatif, et il faut des moyens d'incitation. Il y a 20 ou 30 ans, un étudiant qui sortait diplômé au Bénin voulait rentrer dans l'administration. Aujourd'hui, on voit des générations d'entrepreneurs qui se lèvent, mais qui sont confrontés à des problèmes de financement, des problèmes de fiscalité. Donc, absolument. Il appartient à nos chefs d'État
de mettre en place le cadre pour que nos jeunes, nos promoteurs puissent évoluer, développer notre pays, l'enrichir. Et ça nous permettra du coup d'ancrer notre jeunesse et de la laisser là où elle doit se trouver. Celle qui doit migrer migrera, les autres apporteront leur contribution au pays. Et c'est très important d'aller dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dirigeants ont leur part de responsabilité. Ils doivent mettre en place le cadre. Dans lequel... Un environnement des affaires qui motive, qui attire. Tout à fait. Absolument. La société civile doit y veiller et les promoteurs doivent se saisir des opportunités d'affaires qu'il y a dans notre pays. Si vous prenez un pays comme le nôtre, il y a quand même pas mal de choses à faire. Pas mal quand même. Je me scandalise toujours de voir que l'on importe du sel alors qu'on est capable de produire du sel de qualité à Djegbadji et que nous le faisons toujours comme du temps de mon grand-père, c'est-à-dire dans les paniers de 2 mètres alors qu'on pourrait le faire sur des hectares. Absolument. Et d'ailleurs, nous avons la preuve, nombre de Béninois, des têtes pensantes qui sont obligés de partir à l'extérieur du pays avec leurs projets. Parce qu'ici, on ne leur permet pas de développer leurs projets. Il n'y a pas l'environnement, comme on le disait tantôt, le cadre des affaires qui pourrait donc les accompagner donc à investir sur le territoire béninois. Cela fait qu'on a des fuites de cerveau. Forcément, ça, c'est un problème que l'Afrique a. Toute chose qui montre que... qui montre l'échec des politiques africaines et l'échec en même temps de ceux qui gouvernent. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision et il n'y a pas d'action concrète pour aider les citoyens à rester, pour aider les citoyens à développer les talents qu'ils ont en eux. Alors, l'industrialisation de l'Afrique pourrait donc être une solution quelque part pour retenir sur le continent africain les bras valides, les têtes pensantes qui vont donc contribuer au développement de ce continent. Et c'est de cela que nous avons besoin, n'est-ce pas, chers invités? Nous allons, si vous le permettez, aller tout de suite sur la deuxième articulation de notre débat qui est développement de l'Afrique, justement, les responsabilités des Africains et de la jeunesse. Tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est beau. Tout ce qui a été dit plus haut par rapport aux décisions prises lors du sommet UE-UA, tout ça, c'est bien. Et d'ailleurs, tantôt, on parlait d'éducation aussi. Et Emmanuel Macron, j'allais sauter, Emmanuel Macron qui a proposé dans les nouvelles relations France-Afrique, qui a proposé la construction d'une université franco-africaine à Abidjan, donc Abidjan qui sera le carrefour des universités. Et donc là, on pourra donner des formations, sortir des cadres, donc avec des diplômes co-signés par la France et donc la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, je ne sais pas. Donc une idée pour un peu dans le sens de retenir les Africains, parce que les Africains les encombrent, les envahissent. Donc, une solution, qu'est-ce que vous pensez de cette... Ça signifie seulement, je ne sais pas, les débats, ça se passe en français, et ça se passe parfois aussi, et c'est traduit, mais ça dépend de l'oreille qui écoute. Parfois, je me demande, est-ce que nos chefs d'État, est-ce qu'ils écoutent? Parce que lorsque Emmanuel Macron propose que Abidjan soit désormais le carrefour d'une université franco-africaine, c'est simplement pour dire que je n'ai plus besoin de vos jeunes, jeunesse africaine, je n'ai plus besoin de vous chez moi. On viendra en sélectionner les crèmes, voilà. La crème. Donc, le monsieur dit, je n'ai pas besoin de vous. Est-ce que ça ne suffit pas pour que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités pour eux-mêmes? Parfois, mais pourquoi parfois aussi nous nous focalisons aussi un peu trop sur la France? Je pense ça aussi. Donc, il fallait désormais, mais pourquoi ne pas s'associer à d'autres États, ou bien à d'autres nations? Même entre pays africains, ça pourrait donner quelque chose. Voilà. Eh bien, je pense que le véritable enjeu du sommet Union africaine, Union européenne, c'était ça. Voir la capacité des États africains membres de l'Union africaine à jouer collectif, à travailler ensemble et à bâtir ensemble. Prenons à notre échelle ouest européenne la CEDEAO, l'UEMOA. Depuis combien de temps parle-t-on de monnaie commune? Depuis combien de temps? Les critères de convergence ont-ils été définis? On repousse, procrastination, très bien. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir le Bénin ou l'Afrique de demain.
On a comme impression un peu qu'il y a de l'immaturité au niveau de nos chefs d'État. C'est un peu ça. Là encore, regardez le jeune Macron qui dit devant les étudiants au Burkina... Non, on y reviendra. On y reviendra, voilà, on y reviendra. Justement, par rapport à tout ce qui... les décisions qui ont été prises lors du sommet, du 5e sommet UEA en Côte d'Ivoire, on a entendu Alpha Condé qui a lu le communiqué final et tout. Est-ce que on a confiance en nos chefs d'État pour mettre en pratique même les infirmes décisions qui, on peut juger, bon, pourraient aider à avancer un peu? Est-ce que nous avons la matière pour leur faire confiance? Bon, attendons de voir après ce sommet. Après ce sommet, tout à l'heure, je vous ai dit que la déclaration de Jacob Zuma m'a rassuré, mais et les autres, certains sont partis là-bas juste pour regarder... Rencontrer des amis. Se faire voir, et puis peut-être prendre du bon vin. Je pense que... Attendons, et on les jugera après. Alors, Paten Chasse. Jacob Zuma est un poids lourd africain. Le président de l'Afrique du Sud est un président qui a du poids, mais qui a déjà un pays structurellement organisé. Quid des autres? Parce que lorsque Jacob Zuma a dit « Nous ne voulons plus vendre nos matières premières, nous voulons les transformer et donc créer de la valeur ajoutée », ils le font déjà. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Absolument. Ce n'est pas un pays en voie de développement, contrairement à la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Donc cela veut dire que... Mais pour qui parle-t-il? Il parle pour lui-même. Les autres, comment s'organisent-ils? Sont-ils prêts à suivre les locomotives? Sont-ils prêts à s'organiser, à créer le cadre dont je parlais tout à l'heure, pour inciter les citoyens ou tout promoteur à construire et à bâtir le continent? Mais je vous suis très bien, mais on a l'impression que les chefs d'État ne sont pas décidés, qu'il n'y a pas la volonté, parce que ces chefs d'État africains voyagent, ils vont à des rencontres, ils voient le niveau de développement d'autres pays, ils voient comment ça se déroule dans d'autres pays, mais jamais ils ne reviennent essayer d'adapter ça à leur pays. Est-ce qu'il y a la volonté d'abord? La volonté est le socle de toute chose. Je vais vous donner un exemple concret. S'agissant de mon pays, le Bénin, il y a, je vais prendre un exemple précis du plan d'action gouvernemental, Semen City. En avez-vous entendu parler? Bien sûr. C'est un très beau projet d'avenir, projet innovant. Semen City, oui. Qui va pouvoir permettre de créer non seulement l'incubateur pour les entreprises, le développement de savoir-faire et de former des étudiants. Tout ça sur un même espace. C'est exceptionnel. Ce qui me dérange dans cette affaire, dans ce beau projet, qui est un projet pour mon pays, c'est que l'annonce a été faite lorsque le gouvernement a communiqué sur le lancement du plan d'action gouvernemental. En revanche, lorsqu'il y a eu le kick-off du projet à proprement parler, le lancement de ce projet, dans le pays, on n'en a pas entendu parler. Alors que nous avons un monsieur Ulrich Sossou, que l'on surnomme le Steve Jobs béninois, qui est dans la technologie. Exactement, qui travaille à Jonquille. Nous avons un compatriote qui est expatrié, je parle de M. Naoum, qui est devenu numéro 1 mondial de la robotisation pour assister les chirurgiens. Donc nous avons des savoir-faire, des compétences. Nous avons des valeurs. Exactement, pour pouvoir s'inscrire dans ce projet. Mais qu'on n'a pas associé à ce projet. Malheureusement. Je me pose la question parce que, pour tout vous dire, personnellement, j'ai eu l'information du lancement du projet par une amie française qui m'a envoyé l'information en disant « c'est super ce que vous voulez faire ». Et c'est dommage, ça, ce sont les problèmes, hein. Ce sont les problèmes que nous relevons déjà. Chez nous, dans nos États africains, bon, pas tout, bien sûr, c'est la volonté, ça manque. Parfois, on a le sentiment que ce que nos chefs d'État adorent, c'est plutôt tout faire pour se maintenir au pouvoir. Ils pensent souvent à eux-mêmes comment faire pour dominer les autres, garder le pouvoir le plus longtemps possible. Avoir le contrôle sur le peuple. C'est ça les préoccupe plus que le devenir de leur nation.
Malheureusement. Et Alpha Condé qui a dit au cours donc, de ce sommet, ou plutôt à la fin de ce sommet, qui a dit que bon, par rapport aux trafiquants d'êtres humains, on va saisir leurs comptes en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Est-ce que cela fait sens? Là, ça je pense que c'est une solution de surface. Il faut attaquer les choses à la racine. Et je pense même que le président Alpha Condé, je me rappelle, lorsqu'il était dans l'opposition dans son pays, en Guinée, mais il disait de très bonnes choses. Il faisait de très belles déclarations. Mais une fois au pouvoir, j'ai vu que je ne voudrais pas parler de lui. Je ne veux pas dire qu'il m'a déçu. Bon, ok, mais on l'a compris quand même. Alors ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, on a un problème de gouvernance en Afrique? Un problème parce que, vous l'avez dit au cours de ce débat, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a l'espace nécessaire pour s'autosuffire. L'Afrique a les richesses nécessaires pour s'autosuffire. Nous avons les cours d'eau, nous avons les ressources minières un peu partout. Et pourtant, il y a des problèmes, on n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas vraiment à organiser un développement conséquent. Il y a un problème qui se pose. Là, il faut, vous savez, pour moi, parfois qui fait aussi un peu de musique, je me dis, pour que ça marche dans un chœur, il faut le maître de chœur est l'organisateur principal. C'est ce rôle que devraient jouer les dirigeants africains. Prenez par exemple le Bénin. Il m'est parfois arrivé de parcourir tout ce pays. Nous avons de l'espace. De l'espace. Et pourtant l'agriculture... Mais parfois, sortez de ce studio, vous allez voir des jeunes. Il y en a parfois qui sont couchés sur leur moto. Il y en a, ils sont là. Ils dorment. Parfois, vous dites qu'est-ce qu'ils font là. Parfois, il n'y a personne pour les aider, pour les faire rêver, pour les orienter. Donc, en réalité, c'est une jeunesse déboussolée. Et voilà le contexte dans lequel l'Afrique évolue. Nous avons de la ressource humaine, nous avons aussi de la ressource, ou bien des ressources minières, mais qui ne nous profitent pas. D'abord, nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'il faut en faire. Nous ne savons pas comment il faut organiser, les viabiliser. Voilà. Donc, c'est comme cela. Finalement, nous sommes dans des États riches, mais nous-mêmes, nous ne le savons pas. C'est les Européens qui savent cela, et parfois ils viennent ici. Et qui viennent piller. Alors, Paten Chasse, mais est-ce que vous le saviez que l'Afrique est riche? Bien sûr. Vous croyez que je suis rentré dans mon pays pour quelle raison? Soyons sérieux un instant. Les Européens ne viennent pas pour piller. Les Européens viennent parce qu'ils ont des besoins. De même que les Américains, de même que les Asiatiques. Mais si nous ne nous organisons pas, si nous laissons faire chacun ce qu'il veut chez nous, si au final nous agissons comme des étrangers chez nous-mêmes, écoutez, pourquoi voudriez-vous que les autres se privent? Parce qu'à un moment, cette affaire de sommet, c'est une affaire de partenaires. Mais en réalité, aujourd'hui, on parle de partenaires et de gagnant-gagnant. Tout ça, ce sont des histoires. Il y a toujours un rapport de force. Chez nous, nous le savons très bien. Il y a le Gandaro et il y a les autres. Nous le savons. Et pourquoi ce que nous avons dans notre culture, nous ne le traduisons pas dans les faits? Pourquoi nous ne nous organisons pas pour faire face au reste du monde et apporter notre contribution autrement? Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu le dirigeant italien. Il a tenu exactement les mêmes propos que Macron. Oui. Le développement, la croissance mondiale passera par l'Afrique. Tout le monde est d'accord dessus. Oui, bien sûr. Et on va laisser le reste du monde prendre notre croissance. On va laisser le reste du monde se développer, s'organiser, et on va rester en arrière, combien de temps? La traîne. Combien de temps? Et d'ailleurs, pour se développer, il faut dire, entre parenthèses, que l'Afrique a besoin de ses fils. Et normalement, parce que ça aussi, ça a fait l'actualité récemment, et ça continue d'ailleurs, le nombre que nous faisons en Afrique, au contraire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est la même chose que vous pensez, devrait constituer une force et non un handicap.
le nombre que nous faisons. Pourquoi ne pas réfléchir plutôt à mettre ces bras valides à contribution du développement? Nous avons des terres, investissons dans l'agriculture, développons l'agriculture, nous avons le soleil, développons l'énergie solaire. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Parce que là, le problème qui se pose, c'est que tout le monde dit, et Macron l'a répété, on va y arriver tout à l'heure, à Ouagadougou, eh bien, si l'Afrique continue avec cette démographie, elle ne pourra pas se départir de son sous-développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hypocrisie. Je suis d'accord, foncièrement d'accord, parce que d'ici 2030, l'Afrique sera plus de 2 milliards. Nous serons plus de 2 milliards. Où est le problème? En principe, c'est une opportunité pour ce continent. C'est une opportunité pour ce continent. Mais bon, du moment où cette jeunesse, du moment où cette population n'est pas bien organisée, ne connaît même pas ce qu'elle dispose comme ressources chez elle, dans ces conditions, on va pivoter, on va faire du surplace et finalement, on va croire que le meilleur est ailleurs, alors que chez nous, ça fait bon vivre. Donc du coup, il faut diviser la fécondité par deux patterns. Je voudrais revenir à quelque chose. Cette personne, ce chef d'État européen qui a parlé de la démographie africaine, suivi par le président de la commission de la CEDEAO, ce qui est scandaleux. Les parlementaires de la CEDEAO. Exactement, autant pour moi. Mais ce président, qu'il me rappelle quel est le pays qui a le meilleur taux de natalité en Europe? C'est la France. Grâce à qui? Grâce à nos diasporas. D'accord? Donc c'est de l'hypocrisie. Qu'on soit bien clair. Maintenant, vu le potentiel agricole, vu le potentiel minier, vu le potentiel économique de l'Afrique, même si nous étions 2 milliards, si nous nous organisons bien, nous pourrions y faire face. Donc, il nous appartient à nous, Africains, dirigeants, sociétés civiles, opérateurs économiques, citoyens, de nous organiser et de prendre les dispositions. Personne d'autre. Absolument. Alors, Paten Chasme, nous allons très rapidement, dans la dernière ligne droite de notre émission, faire un flashback sur le passage d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de critiques, mais nous allons nous intéresser ici particulièrement aux échanges que Emmanuel Macron a eu avec les étudiants burkinabés. Quel échange? Non, parce qu'il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y avait 800 personnes, donc principalement des étudiants, en face du président. Nous sommes bien d'accord. Il leur a été demandé de préparer leurs questions. Et on a sélectionné un certain nombre de questions. Parce que vous ne pensez quand même pas qu'Emmanuel Macron, si vous regardez un peu comment il a géré sa campagne, lorsqu'il avait besoin des journalistes, ils étaient tous autour de lui. Lorsqu'il a été élu, il les a écartés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monsieur sait bien ce qu'il fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il n'arrive, il y avait déjà des tensions. Pour déminer cela, ils se sont dit, c'est simple, on va appliquer de la censure. Il faut dire la vérité, appelons un chat un chat. Et donc, on a récupéré toutes les questions et on en a sélectionné un certain nombre. Des questions qui ne fâchent pas, qui ne vont pas déranger. De quel débat vous parlez? Je pense que lorsque nous parlons, vous avez bien dit, des étudiants burkinabés. Je pense que ces étudiants, il faut dire que c'est des étudiants africains. Ils sont africains avant tout. Mais ils n'ont pas valablement représenté l'Afrique devant Macron. Je pense que c'est des étudiants, il me semble que les vrais étudiants étaient ailleurs, peut-être étaient au-delà de l'université, il me semble, parce que j'ai vu une jeunesse à la solde peut-être des pouvoirs politiques, une jeunesse qui rit pendant que ce n'était pas le temps, n'était pas au rire, une jeunesse qui acclame pendant qu'il ne fallait pas acclamer, une jeunesse pendant on a même humilié son président et puis elle acclame. Elle acclamait, oui. Donc, il y a un problème. C'était pas digne de l'Afrique. Paten Chasme, il y a un problème, il y a un travail à faire par rapport à la qualité des débats et cela interpelle également sur, la qualité de la formation et le niveau également des étudiants dans les pays africains. Moi, je me dis, bon, burkinabé, mais africain, d'accord,
Ben, s'ils avaient bien fait, on aurait tous applaudi, on aurait dit oui, ce sont les hommes intègres, ce sont les Africains. Mais là, c'est vrai que on a observé quand même, c'était un peu dérangeant. Pratiquement, le président Macron s'est amusé, hein, c'est normal. Tout au long de c'est la résultante de tout ce que nous avons fait auparavant. Nous ne sommes pas préparés. Nous ne nous sommes pas donné les moyens de doter nos universités. Nous avons aujourd'hui un taux de pénétration d'Internet qui est non satisfaisant. En clair, là où, sous d'autres cieux, et je ne parle pas forcément de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, mais je parle de l'Asie, de l'Amérique latine, on s'organise. Les étudiants savent qu'aujourd'hui, ils peuvent non seulement suivre les cours de manière classique, mais il y a également ce qu'on appelle les MOOC. M2OC. Exactement. Donc, l'auto-formation. Vous savez ce qu'on appelait, on appelait ça avant, plus traditionnellement, le travail personnel. Ah, mais c'est sûr que si aujourd'hui, j'ai envie de... Travail personnel, développement personnel. Exactement, et tout, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça, justement, qu'on améliore le niveau. Mais aujourd'hui, c'est un problème d'éducation, parce que c'est aux familles de donner ce réflexe-là aux parents, mais c'est aussi un problème de gouvernance, parce que c'est à l'État de mettre en œuvre, de donner les moyens aux universités et aux écoles de former les cadres de demain. Absolument. Alors, c'est dommage ce qu'on a observé et tout. Et bon, on espère qu'on a tiré les leçons qu'il faut de cette séquence-là qui n'a pas plu à beaucoup d'Africains. Blaise Trenou est apparemment très... Ah oui, je pense qu'avec ce que nous avons vu sur les écrans venant du Burkina, je pense que ça donne l'idée de revoir de fond en comble les universités du Burkina et de surcroît et par ricochet les universités, pourquoi pas en Afrique entière. Parce que, vous savez, quelque part, quand on réclame des autres, quand on critique, il faut que nous-mêmes, comme il y a un adage qui le dit, avant d'aller balayer la devanture d'autrui, il faut que chez toi soit propre. Et donc, il faut que vraiment on apprenne à s'autocritiquer et que cela nous amènera à une amélioration de notre être et de nos États également en Afrique. Je voudrais vous remercier, chers invités, Paterne Chasme. Je rappelle, vous êtes citoyen béninois, observateur de la vie sociopolitique en Afrique. Et en face de vous, Blaise Trenou, voilà, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté et partagé ces 45 minutes avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Angle de vue du jour. Vous avez certainement compris. Nous avons parlé, donc fait le point sur le 5e sommet UE-UA qui s'est déroulé les 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous avons également parlé, donc bien sûr, de ce que l'Afrique peut en tirer et voir aussi le développement de l'Afrique. C'est quoi la responsabilité des Africains eux-mêmes et de la jeunesse également. Vous avez pu suivre. Merci pour votre fidélité à nouveau renouvelée. Au revoir.